J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous avez une espèce de tenaille entre une extrême droite qui vous explique que c'était mieux hier et une extrême gauche qui vous explique que ça sera pire demain. Et moi, je refuse cette tenaille. Si je considère que les Insoumis sont un parti d'extrême gauche, c'est notamment par le fait que je ne les considère pas comme des républicains. Si on veut que l'extrême droite ne gagne pas ces élections, c'est pas avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qu'on y arrivera. Alors il faut espérer que cette alliance de la gauche ne se fera pas avec comme pierre angulaire l'antisémitisme de la France insoumise. On a une extrême gauche qui a hystérisé l'antisémitisme, qui a contribué à le développer. Avec l'extrême gauche. Comme le programme de l'extrême gauche. Danger de l'extrême gauche. D'extrême gauche. De l'autre côté à l'extrême gauche, c'est 4 fois pire. Il est 20h, regardez nos premières estimations. Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient 34,2% des voix. Ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Après avoir offert à l'extrême droite antisémite, raciste et xénophobe le 9 juin 2024 une dissolution de l'Assemblée nationale, suivie d'élections législatives anticipées qui ont ouvert à cette extrême droite un rapide raccourci vers le pouvoir, Emmanuel Macron a écrit dans une lettre aux Français publiée le 23 juin par la presse quotidienne régionale que les résultats du second tour de ces élections, qui aura lieu le dimanche prochain, ne seraient, je cite, « la faute de personne », mais serait la responsabilité des Français. Fin de citation. Ce nouveau mensonge, particulièrement impudent, nous permet de redécouvrir un aspect de la personnalité du chef de l'État que nous avions probablement trop négligé, sans doute parce que nous étions trop concentrés sur son ahurissante arrogance et sur l'incommensurable mépris dont il fait preuve à l'égard de tout ce qui n'est pas lui. Cette caractéristique est la suivante. Emmanuel Macron, dont l'outrecuidance ne trompe plus personne, est en réalité quelqu'un d'assez lâche, qui refuse régulièrement d'assumer ses responsabilités. C'est un échec cuisant. Alors, les derniers chiffres nous disent que Stop Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et cette couardise apparaît pleinement pour ce qu'elle est, lorsqu'il soutient donc que le résultat final des législatives dont le premier tour a été remporté dimanche dernier par le Rassemblement national ne sera de la faute de personne en particulier, mais que ce sont les Français et les Françaises dans leur ensemble qui en seront pleinement et entièrement responsables. Regardez nos premières estimations. Le Rassemblement national et ses alliés obtiendraient 34,2% des voix, suivi du nouveau Front populaire, 29,1% des suffrages. Car bien sûr, les récents triomphes électoraux du RN, de même que sa possible victoire aux législatives, où rien n'est encore joué, sont d'abord et avant tout de sa faute à lui, Emmanuel Macron, et de la faute de ses collaborateurs. On ne va pas refaire ici l'interminable liste, déjà évoquée tant et tant de fois dans cette chronique, parce qu'on voyait arriver la catastrophe, des cadeaux que les macronistes ont offerts à l'extrême droite depuis 2017 et qui documentent abondamment cette culpabilité. Il suffit désormais de constater qu'ils ont bel et bien permis au Rassemblement national, parti cofondé par un Waffen-SS et dont un président a été plusieurs fois condamné pour antisémitisme, de s'imposer comme la principale force politique du pays. Pour autant, et s'il est de très 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 loin le principal fautif, Emmanuel Macron n'est bien sûr pas le seul responsable des succès électoraux de l'extrême droite, dans lesquels certains personnages qui continuent contre toute évidence à se réclamer de la gauche ont aussi joué un rôle déterminant, en participant activement à une droitisation générale des esprits. On pense par exemple à l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui a énergiquement contribué, lorsqu'il était aux affaires, à banaliser le racisme et la xénophobie, à grands coups de déclarations ordurières sur les Roms ou les migrants. Nous procédons évidemment à des reconduites à la frontière. Parce que la majorité seront reconduits à la frontière. La majorité doivent être reconduits à la frontière. Il n'y a pas d'autre solution. Mais de ce point de vue-là, les choses. Je pense que si nous affichons de la fermeté et avec la fin de cette aide au retour qui jouait ce rôle particulièrement pervers, qui était dénoncé aussi bien par les autorités roumaines que par les associations. Donc, soyons clairs, nous ne sommes pas là pour les accueillir.
nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations. Je crois qu'il faut dire les choses très clairement. Mais on pense aussi et surtout à la presse et aux médias mainstream, et plus spécialement à ceux qui sont toujours considérés comme des modèles de rigueur professionnelle. Et on pense plus spécialement encore à un journal en particulier, qui est toujours présenté comme le quotidien français de référence. Fin de citation, une appellation un peu burlesque, qui signifie surtout qu'il est encore très lu par les élites autoproclamées de ce pays. Le 26 juin dernier, le journal Le Monde, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a publié un article racontant, je cite encore, comment les thèmes favoris de l'extrême droite ont peu à peu colonisé les médias traditionnels, et dont l'autrice expliquait que des voix s'élèvent, y compris au sein des rédactions des médias en question, pour souligner la responsabilité des journalistes dans la description d'une France qui colle étroitement à la vision politique de l'extrême droite. De fait, il y a longtemps que cette extrême droitisation générale ne se limite plus aux médias réactionnaires du groupe Bolloré. Elle a gangrené la totalité de l'espace médiatique mainstream, des rédactions de Radio France et de la télévision d'État, où le Rassemblement national a désormais son rond de serviette et où le harcèlement de la gauche insoumise à grands coups d'accusations d'antisémitisme est devenu une espèce de discipline journalistique à part entière, au Figaro du groupe Dassault, dont le directeur de la rédaction, Alexis Brézé, peinant à cacher sa joie, écrivait lundi dernier, au lendemain du premier tour des législatives, que le programme du RN est certes à bien des égards inquiétant, mais que c'est la gauche antiraciste, présentée là aussi comme antisémite, qui est, je cite toujours, le véritable vecteur d'une idéologie qui consommerait le déshonneur et la ruine du pays. Le Monde a donc parfaitement raison de s'alarmer de ce basculement massif de ce qu'il appelle les médias traditionnels. Mais cette démonstration néglige un fait important, qui est que le Monde, lui aussi, a puissamment contribué à la diabolisation de la gauche et à la banalisation de l'extrême droite. Pendant des années, par exemple, mais plus encore depuis la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2022, ce journal, qui reprenait là l'un des principaux gimmicks de la propagande macroniste, a englobé la France insoumise et le Rassemblement national dans une seule et même expression, les extrêmes. Or, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette chronique, amalgamer ainsi une gauche antiraciste dont le Conseil d'État a récemment rappelé qu'elle n'avait rien d'extrême. Vous avez aussi peut-être entendu que le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France, a déterminé que LFI n'était pas d'extrême gauche. Et une extrême droite effectivement xénophobe revient à relativiser volontairement le danger que représente cette dernière. Et c'est déjà très problématique, mais ce n'est pas tout. Car Le Monde, qui n'a bien sûr jamais supposé que les droites pro-israéliennes cherchaient à séduire un électorat communautaire, a aussi recyclé de répugnants clichés, comme quand l'un de ses journalistes a écrit dans un éditorial anonyme publié le 22 juin dernier que Jean-Luc Mélenchon tentait, je cite, d'exploiter la colère liée au massacre des Palestiniens de Gaza pour conquérir des électeurs issus de l'immigration. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que seuls les musulmans seraient sensibles au fait qu'il y a un massacre en cours dans la bande de Gaza. Ce que vous venez de faire, ça porte un nom. Ça s'appelle du racisme. Pas du tout, madame. Moi, je ne suis pas de confession musulmane. Absolument et pourtant, pas, je suis sensible à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Parce que vous voyez, ce sont des hommes et des femmes, des enfants, comme vous et moi, qui demandent qu'une chose, à vivre en toute dignité. De la même façon, ce même journal a très régulièrement colporté les infâmes accusations d'antisémitisme visant la gauche insoumise, et il a donc participé à l'instrumentalisation du combat contre la haine raciale ou religieuse. Mais ces journalistes manifestement distraits n'ont mentionné que 2 fois, durant la même période, que le Rassemblement national avait été cofondé par un Waffen-SS. Et ce n'est que tout récemment que le quotidien dit de référence s'est finalement décidé, après avoir si longtemps minimisé cette réalité quelque peu dérangeante, à dénoncer, dans un article publié le 28 juin dernier, 2 jours avant le premier tour des élections législatives et 24 heures après la publication d'un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rappelant que les sympathisants d'extrême droite restent les plus enclins à se montrer d'accord avec les préjugés antisémites traditionnels, un article consacré à ce qu'il appelle très gentiment les faux semblants du Rassemblement national contre l'antisémitisme. Puis enfin, au lendemain de ce premier tour où le Rassemblement national venait donc de triompher, Le Monde a publié le 1er juillet un nouvel éditorial appelant d'urgence à la constitution avant le second tour d'un front républicain contre l'extrême droite, dont l'auteur se désolait que des macronistes et de prétendus centristes, mus, je cite, par une même défiance à l'égard de la France insoumise, refusent d'appeler clairement à voter pour ce parti en cas de duel avec un candidat du Rassemblement national. Très sûr de son fait, cet éditorialiste anonyme décernait même très sérieusement la palme de l'indignité aux républicains non ralliés au RN qui ont refusé de donner la moindre consigne de désistement et de vote en tirant un trait égal entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Fin de citation.
C'est peut-être à cela, finalement, que se reconnaissent les journalistes de référence. Ils passent des années à mettre la gauche et l'extrême droite dans le même sac, des années à répéter que ces deux extrêmes sont tout à fait comparables, puis quand l'extrême droite, renforcée par ces amalgames, finit très logiquement par triompher, ils poussent des petits cris de détresse pour se lamenter de l'indignité d'une telle comparaison et pour déplorer les effets dont ils sont l'une des causes. Ils sont à la porte de Matignon et on doit fermer cette porte à double tour, et je pense qu'ils en sont plus capables que leur chef, parce qu'ils sont pas dans des calculs tordus en fait. Ils sont dans maintenant, ils sont dans leur quotidien, et donc j'en appelle à ces démocrates, à ces humanistes, à ces républicains, soyez plus responsables que vos chefs de parti, soyez à la hauteur de l'histoire, et je vous dis merci par avance parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Vous savez d'ailleurs, on avait un sondage qui montrait que 76% des électeurs macronistes étaient en faveur du désistement républicain. C'est beaucoup plus logique pour leurs électeurs que leurs chefs.